Bonsoir, bonsoir à tous. Je m'appelle Clémence Lenis, je travaille comme psychanalyste pour tous ceux qui voudraient commencer ce voyage, je dirais, ce voyage pour découvrir le fonctionnement de l'appareil psychique. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans le texte, le chapitre de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud, le chapitre matériel et source du rêve, c'est le chapitre que nous allons faire une lecture, une approximation à la lecture de ce chapitre, qui est un chapitre très long que nous allons devoir diviser en deux parties. Et va commencer à nous montrer un petit peu le fonctionnement de l'appareil psychique. Si l'on pense que l'appareil psychique est une machine, c'est une machine qui travaille. Donc nous allons voir un petit peu, nous allons d'abord rappeler un petit peu sur la lecture que nous avions réalisée sur les chapitres antérieurs, où nous avions vu, donc vous vous rappelez, sur le premier chapitre, la méthode de l'interprétation, nous avions vu que le rêve a un sens. Que Freud était venu nous montrer, donc dans ce premier chapitre, que le rêve a un sens. Non seulement qu'il a un sens, sinon qu'en plus c'est une réalisation de désir. Et en plus, ensuite, non, à chaque fois, il va rendre plus complexe la situation et il va donc nous dire c'est comme la réalisation d'un désir. C'est-à-dire que là, il va marquer ces deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une réalisation de désir dans l'appareil psychique qu'il n'y a pas dans la vie réelle. Non ? On peut reprendre le rêve qui est, à mon avis, très didactique quand Freud nous raconte qu'il prend, quand il mange, quand il dîne le soir un repas ou des plats très salés, il dit que pendant la nuit, il a soif. Et donc, pour éviter de se réveiller, puisque rappelons-nous aussi que le rêve, c'est le gardien du sommeil. C'est-à-dire que la fonction primordiale du rêve, c'est de nous maintenir endormis. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a très soif dans son rêve. Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas se réveiller et aller prendre un verre d'eau? Il rêve qu'il prend son verre d'eau sur sa table de nuit et qu'il se désaltère avec une eau tout à fait fraîche et très agréable. Donc, il nous montre avec cet exemple très didactique, dans le sens où, dans la vie psychique, ça y est, il a satisfait sa soif. Par contre, dans la vie réelle, il a besoin de se réveiller. D'ailleurs, il va se réveiller pour se lever et aller chercher un verre d'eau. C'est là où on voit ces deux parties. D'accord ? Nous pouvons voir d'une façon assez simple, et puis en plus comme quelque chose que nous avons très certainement, qui nous est arrivé très certainement à tous. Donc, dans ce rêve, dans ce chapitre plutôt qui nous occupe aujourd'hui, donc on avait vu dans la déformation onirique, dans le chapitre que nous avons vu la dernière fois, c'est que ce rêve qui apparaît, qui est comme une réalisation de désir, nous avions vu aussi que nous étions arrivés à la phrase « la réalisation déguisée d'un désir réprimé ». C'est-à-dire que le rêve, c'est la réalisation d'un désir réprimé, la réalisation déguisée d'un désir réprimé, c'est-à-dire que après l'interprétation, et ça c'est aussi très important, c'est-à-dire que l'interprétation est indispensable pour savoir de quoi il s'agit, pour connaître le désir qui se réalise et pour découvrir le désir qui se réalise dans le rêve. Donc l'interprétation est indispensable. Dans le chapitre qui nous concerne aujourd'hui, qui s'appelle « Matériel et source du rêve », et dans le chapitre qui nous occupe donc aujourd'hui, donc nous avions vu que dans les rêves, nous avions vu que le rêve, c'est un produit de l'inconscient.
Et que nous pouvons savoir de ce produit, de ce qui s'est passé dans ce produit, c'est-à-dire la réalisation de désir, que par l'interprétation. C'est-à-dire que pour construire l'inconscient, je dois interpréter le rêve. Et que c'est exactement le même phénomène, et ça aussi c'est très important parce que Freud il va utiliser les rêves pour démontrer le fonctionnement de l'appareil psychique, mais que c'est le même fonctionnement pour fabriquer un symptôme, pour fabriquer un symptôme pour les angoisses, les phobies, les obsessions, mais aussi les lapsus, les oublis, les actes manqués et même les maux d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a tout type de produits de l'inconscient qui vont se réaliser tous ces produits vont réaliser un désir, après l'interprétation, évidemment. Non. Donc l'inconscient, il peut, on va dire qu'il peut produire donc un symptôme qui va venir encombrer ma vie, et il va aussi venir fabriquer un mot d'esprit. C'est-à-dire que dans les deux sens, c'est-à-dire ce qui l'intéresse à l'inconscient, c'est de travailler. Et c'est ce qu'on va voir ici dans ce chapitre, et c'est ça qui va être très intéressant, c'est-à-dire que la réalisation des rêves, qui se font dans l'inconscient, ce sont, on voit le travail de l'inconscient. Et on voit que l'inconscient n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que pour l'inconscient, ça lui est égal de fabriquer une angoisse, de fabriquer un mot d'esprit ou de fabriquer un lapsus. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est là, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans la conscience, mais sous un effet particulier. Et en plus, toujours déformé. Donc nous rappelons que l'inconscient, il a une particularité, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'appareil psychique n'a absolument rien à voir avec le fonctionnement de notre conscience. C'est-à-dire qu'il est soumis à d'autres règles, d'autres lois. Et que c'est un appareil qui travaille tout le temps. C'est pour ça que quand nous dormons, l'appareil psychique continue à travailler. Qu'il travaille tout le temps, qu'il n'a pas besoin de repos. Donc dans le chapitre qui nous occupe aujourd'hui, matériel et sources des rêves, Freud va commencer avec une explication. Et donc il va reprendre un petit peu d'où il venait en disant, vous vous rappelez que quand on a commencé le deuxième chapitre qui s'appelle « Le rêve est une réalisation de désir », nous étions dit, à partir de là, nous avons beaucoup de portes qui s'ouvrent, nous pouvons nous aventurer en voulant répondre à de nombreuses questions. Mais qu'à ce moment-là, il s'y était arrêté en disant non, nous allons nous occuper de bien démontrer que le rêve, c'est comme une réalisation de désir. C'est donc ce qu'il a fait dans les 3 chapitres antérieurs. Il dit, mais maintenant nous allons revenir sur ces premières questions que nous avions vues et nous allons nous occuper un petit peu de ce matériel. C'est-à-dire, quel est le matériel qu'on va utiliser pour fabriquer le rêve. C'est là où on voit, c'est quelque chose qui est, on va dire, surprenant, c'est-à-dire que notre appareil psychique travaille, qu'il va prendre des éléments pour fabriquer les rêves. Et on va parler du rêve, du travail réel du rêve. Donc le travail réel du rêve, c'est un travail qui, on va le voir plus à fond dans le prochain chapitre, où il y a un chapitre précis sur le travail du rêve, c'est-à-dire où on va voir directement les mécanismes de fabrication du rêve. Aujourd'hui, on va s'occuper simplement, bien qu'on va dévier un petit peu aussi, mais du matériel. Donc, il va commencer à nous exposer 2 idées que lui, donc il a déjà vues, parce que rappelons-nous aussi que l'interprétation des rêves, c'est un texte que Freud
c'est un texte d'exposition qu'on appelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte de recherche, c'est un texte d'exposition, c'est-à-dire que lui, il a déjà analysé beaucoup de rêves et il vient nous démontrer, donc, dans ce texte, il vient dans cette œuvre, il vient nous démontrer, on va dire, il vient nous démontrer le fonctionnement de cet appareil. Donc il va dire, nous avons vu que le matériel que nous allons utiliser pour fabriquer un rêve, c'est du matériel qui est récent et en plus c'est du matériel qui est indifférent. Et il dit, quel que soit le rêve que nous allons choisir pour vous présenter la situation, il sera toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il dit que nous allons vérifier que c'est une vérité que nous a présenté donc les résultats de nos recherches, c'est-à-dire qu'il va toujours s'agir de matériel qui est récent et du matériel qui est indifférent. Nous pouvons nous rappeler des deux rêves que nous avons vus dans les chapitres, les deux rêves principaux que nous avons vus dans les chapitres antérieurs, qui étaient le rêve de l'injection de Irma et le rêve de l'oncle Joseph. On avait vu dans les deux cas que d'un côté comme de l'autre, il y avait la première partie que Freud nommait information préliminaire. Et dans cette information préliminaire, à chaque fois, il faisait référence à ce qui s'était passé dans la journée, la veille du rêve. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'injection d'Irma, dans le rêve de l'injection d'Irma, on avait vu qu'il avait reçu la visite de son collègue, que son collègue, il avait vu Irma, qu'il avait été préoccupé, donc il avait décidé le soir d'écrire le cas clinique de Irma pour le présenter à notre collègue. Donc pendant la nuit, de quoi il rêve? De Irma. Donc il va utiliser ces éléments qui sont venus se présenter à lui pendant la journée pour fabriquer son rêve. Tout comme le rêve de Joseph, où on voit que dans le rêve de Joseph, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il reçoit la visite aussi d'un collègue qui va venir lui parler de ce poste de professeur qu'ils ambitionnent, de ce professeur extraordinaire à l'université, et que tous les deux ambitionnent. Donc pendant la nuit, il fait le rêve de mon ami R et mon oncle Joseph. Donc on voit que dans ces deux exemples. Mais en plus, il va nous donner, parce que dans ce chapitre, Freud, pour nous montrer réellement le fonctionnement de l'appareil, du matériel qui est utilisé pour la fabrication des rêves, il va nous donner plein d'exemples. Donc, par exemple, il va dire, je vais commencer à vous donner une suite de petits exemples en disant, par exemple, je rêve que je rends visite, donc à domicile, donc on peut imaginer que d'un patient, puisqu'il avait l'habitude d'aller à domicile voir et traiter certains patients, comme médecin principalement, et il dit que je rends visite à une personne et que j'ai beaucoup de difficultés pour qu'on me laisse entrer. Alors pendant ce temps, je fais attendre une femme. Ça c'est le rêve. Et en fait, donc, il va tout de suite associer en disant que la journée d'avant, il a eu une conversation l'après-midi avec une personne de sa famille sur le besoin d'attendre avant de réaliser un achat qu'on désire. Donc, nous voyons qu'il y a cette même attente dans un sens, dans le rêve, comme dans l'élément de la journée. Ensuite, il nous propose donc un autre rêve, c'est le rêve, donc on va voir le rêve principal de ce chapitre, où il va nous dire « J'ai écrit une monographie sur certaines espèces de plantes qui n'est pas déterminée dans le rêve. » D'accord? Donc le rêve, c'est « J'ai écrit une monographie sur une certaine espèce de plante. » Et que dans la matinée, il avait vu à la vitrine d'une librairie une monographie sur les cyclamènes. Bon, et il fait comme ça, je vous montre simplement deux exemples ici, mais dans le chapitre Freud, il va faire une dizaine d'exemples. Il va nous montrer une dizaine d'exemples. Et donc, il va se poser la question en disant à quoi est due cette prédilection, ce choix, non, pour les impressions, il va dire pour les impressions récentes.
Donc, il va être obligé de soumettre une rigoureuse analyse pour voir si on peut avoir donné une réponse à cette question. Donc, il nous présente le rêve de la monographie, qui est un rêve donc classique de Freud, tout comme l'injection de Yerma ou le rêve de l'oncle Joseph. Et il va donc nous dire, j'ai écrit une monographie sur un certain type de plante, j'ai le livre devant moi, et je vois donc à la page qui est ouverte, qui contient une lame en couleur. Chaque exemplaire possède, tout comme un herbier, il dit, un spécimen desséché de la plante. Ça, c'est le rêve. D'accord? Donc, on peut dire que c'est un rêve qui, apparemment, est indifférent. C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment spécifique dans le rêve, il n'y a rien de spécial. Et donc, c'est le rêve qui va nous présenter pour commencer à associer. Donc, premièrement, nous allons voir que dans ce rêve, qui est un rêve de 3-4 lignes, que le contenu que Freud va associer sur ce rêve, c'est plusieurs pages. C'est-à-dire qu'il va nous montrer premièrement comment sa pratique de l'association libre, que nous avions vu que ça faisait partie des éléments indispensables pour l'analyse d'un rêve, donc il va nous montrer comment lui, il met en marche l'association libre. Parce que l'association libre, c'est ça me fait penser à, ça me fait penser à, ça me fait penser à, et il associe. C'est-à-dire que d'une idée, il passe à une autre idée, il passe à une autre idée, il passe à une autre idée, et comme ça, il remplit des pages. D'accord? Donc Freud, ce n'est pas le genre de patient qui va dire « j'ai plus rien à dire, ça y est, c'est fini », sinon que non, il continue, il continue, il continue. Et donc, on va voir comme première idée importante, c'est que le rêve qui ne fait que 4 lignes, en fait, a été fabriqué sur un matériel, puisqu'on va considérer que l'association libre, c'est le texte latent, non? Tout comme on considère que le récit du rêve, c'est le texte manifeste, l'association libre, c'est le texte latent, c'est-à-dire c'est tout ce qui est préconscient. Ce sont des idées auxquelles il ne pense pas exactement, qui ne sont pas dans la conscience, mais que quand il fait un petit effort, il se rappelle que, il se rappelle que, il se rappelle que. Et il va chercher, non? Il va découvrir plutôt toutes les idées qui peuvent s'associer au rêve. Donc on va voir qu'il y a une grande différence de quantité de matériel. Donc on va voir que premièrement, on voit que ce rêve, c'est une condensation, c'est un concentré de toutes les idées, c'est-à-dire qu'il a utilisé toutes les idées qui sont apparues dans l'association libre, ont participé à la fabrication de ce rêve. Quand on parle du travail réel du rêve, on va voir que c'est une construction théorique que nous allons faire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête du rêveur pour savoir quel est ce qu'il a réellement rêvé. Sinon qu'on va s'occuper de son discours, donc ce qu'il nous raconte. Et à partir de ça, théoriquement, nous allons reconstruire le rêve, c'est-à-dire comment le patient a fabriqué dans l'inconscient le rêve. Donc on va voir qu'il y a un moteur qui est dans l'inconscient, le moteur qui est le désir, qui va être celui qui va provoquer, qui va fabriquer le rêve. Après, il y a le préconscient qui va utiliser tout le matériel, donc indifférent, récent, on va voir, entre autres. Non? Et ensuite, l'élaboration finale, où ça va être la mise en mots, puisqu'il va raconter le rêve. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est à partir du récit, essayer de reconstruire, de faire le travail comme si c'était le travail à l'inverse. Puisque nous avons le résultat final. Donc, il va nous raconter sur le rêve de la monographie, sur cette monographie. Donc, il va faire une liste d'associations, Freud. Donc, il va nous parler, il va faire référence à la conversation qu'il a eue avec le docteur Konigstein. Il va faire référence au contenu de la conversation. Donc, c'est une conversation qu'il a eue le jour d'avant, avant le rêve.
Et il va nous montrer tout ce qu'il appelle les routes mentales. Les routes mentales qu'il va commencer donc dans son association libre, où il va faire référence aux activités de sa femme. Il va faire référence aux activités, à ses propres activités hors du travail. Il va faire référence à son travail qu'il a réalisé, puisque lui, il a participé au travail de démontrer le pouvoir anesthésique de la cocaïne. Et il va faire référence aussi aux difficultés qu'ont les médecins à s'assister les uns les autres, non? De demander à des collègues, puisque quand le médecin aussi, lui, peut tomber malade, il doit avoir recours à l'aide de la médecine, et donc il va avoir recours à des collègues. Il dit que cette assistance, c'est toujours un petit peu difficile. Donc il va nous montrer, donner quelques exemples. Il va nous montrer aussi que lui, il a une prédilection pour l'étude des monographies. Et que par contre, il y a certaines disciplines qu'il n'aime pas beaucoup, comme la botanique. Et donc, il va montrer que tout ça, en fait, c'est comme des ramifications, c'est comme des branches. C'est comme, non? Donc, il s'en va dans un sens, il s'en va par là, il s'en va par là, et il associe constamment. Et il va nous dire que dans ce chapitre-là, l'interprétation ne nous intéresse pas. Il va faire référence un petit peu, il dit à l'interprétation de ce rêve, il va dire, on dirait que dans ce rêve aussi, on a l'impression qu'il a le caractère que je suis en train d'essayer de me justifier, de me défendre, tout comme je l'ai fait dans le rêve de l'injection de Irma. Mais il dit, mais je ne vais pas m'occuper de ça parce que ce n'est pas l'objectif. Vous vous rappelez que dans la lecture ou dans le travail scientifique, ce que nous allons essayer de faire, c'est toujours continuer dans notre objectif. Donc, nous allons simplement nous occuper du matériel et des sources du rêve. Et donc, ce que je veux, c'est réussir à montrer les cas pratiques de la relation qui existe entre le contenu onirique, c'est-à-dire le texte manifeste, avec ce qu'il y a, le matériel qui a été utilisé pour ce rêve. Et donc, il va dire, l'explication la plus proche de pourquoi le rêve, pourquoi je rêve avec une impression diurne indifférente, qui va toujours montrer, en plus que le résultat, c'est que on va voir par la suite que le rêve, c'est toujours quelque chose d'important pour le sujet. Le sujet, il dit rêve, il ne va pas utiliser son temps à s'occuper de choses qui n'ont pas d'importance pour lui. C'est-à-dire que dans le rêve, il y a toujours une réalisation de désir, quelque chose d'important pour le sujet, pour le patient. Et que si apparemment ce qui apparaît est indifférent, comme le rêve de la monographie, il dit c'est parce qu'il y a eu, comme nous l'avons vu dans le chapitre antérieur, une déformation onirique. La déformation, c'est donc le résultat de la censure, c'est parce qu'il y a eu une censure que le rêve est apparu déformé et qu'il apparaît comme quelque chose d'indifférent. Il dit que dans le rêve, pourquoi il existe cette censure? Pourquoi il y a cette censure? Et donc, il va nous dire qu'il y a des tendances secrètes, ça veut dire inconscientes, qui sont en contradiction avec nos principes moraux, éthiques actuels de notre vie. Quand on disait que l'inconscient, lui, il n'a pas cette morale comme nous avons nous dans notre vie, c'est-à-dire qu'il fonctionne et il a des lois différentes. Et donc, c'est pour ça qu'il existe la censure, parce que ces lois différentes, ces idées, rappelez-vous le rêve de l'oncle Joseph. Quand Freud découvre que ses deux collègues qu'il apprécie, qu'il admire, en fait, dans le rêve, il les traite de stupides et de délinquants, il dit, c'est pour ça qu'il y a une déformation, parce que je dois tolérer que quelque part en moi, il y a cette vérité, c'est-à-dire que dans mon inconscient, je serais bien content de les considérer comme quelqu'un de stupide
et de délinquants l'un comme l'autre pour pouvoir réaliser. Non, que ça c'est la réalisation du rêve, on va dire. Non, encore que la réalisation du rêve, on verra dans les prochains chapitres comment ça va se devenir de plus en plus complexe. Mais la tendance, ce que je veux dire, c'est que la tendance, elle intervient parce que je ne veux rien savoir de ces sentiments qui sont contre ma morale. Donc, je censure, et ce qui apparaît dans mon rêve, c'est quelque chose, par exemple, d'indifférent. Bon, ce n'est pas toujours le cas. On va parler que c'est indifférent le matériel qui est utilisé. On va voir, par exemple, voilà, comme le cas de j'ai vu dans une vitrine un livre sur une monographie de Cyclamen. C'est quelque chose d'indifférent et j'ai utilisé cet élément indifférent pour fabriquer mon rêve. Et donc, il va nous montrer il va nous montrer le pourquoi de ce point d'indifférence. Par exemple, il va faire référence, donc il dit, pour revenir à l'idée du matériel récent. Pourquoi le rêve utilise toujours du matériel récent pour la fabrication du rêve? Donc il va nous montrer quelque chose de très intéressant parce qu'il va dire, en reprenant le rêve de la monographie, il dit que dans le rêve de la monographie, il y a deux impressions de phénomènes récents. Il y a la conversation avec le docteur Koninstein, et il y a la monographie qu'il a vue dans la vitrine. Il dit ces deux éléments n'ont rien à voir ensemble. Il y en a un, il a eu lieu le matin, l'autre, il a eu lieu l'après-midi. Ça n'a rien à voir ensemble, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, j'ai utilisé ces deux éléments pour fabriquer mon rêve. Et donc, il va continuer son analyse et il va dire qu'il va découvrir qu'en fait, les éléments qui sont en relation avec tous ceux avec son association libre, il y a le mot fleur. En fait, il va nous dire que, par exemple, il va dire, quand je me rappelle de la personne qui est venue interrompre la conversation que j'avais avec le docteur Koninstein, il dit, c'est un monsieur qui s'appelle Gartner, en allemand. Et en fait, ça veut dire jardinier. Et il dit, et que j'ai trouvé sa femme très florissante. En plus, il se rappelle que une partie de la conversation qu'il a eue avec le docteur Königsberg, c'est qu'il a parlé d'une de ses patientes qui s'appelle Fleur. Ensuite, il fait référence donc aux éléments botaniques, donc à la cocaïne. Et donc, pour montrer que ce sont des éléments, non, il va montrer que ce sont des éléments qui appartiennent à la représentation de la botanique et qu'il y a un lien entre ces deux événements qui apparemment n'ont rien à voir et qui présentent des éléments indifférents. D'un côté, il y a l'élément indifférent qui est la vitrine, et de l'autre côté, il y a la conversation qui était un élément intéressant, puisque lui, il s'intéressait à la conversation qu'il avait avec le docteur Koninstein. Donc, c'est pour ça qu'il va expliquer qu'à partir de là, il dit, en fait, il va utiliser un élément récent, donc de la veille, mais il dit, mais il va pouvoir utiliser le matériel de n'importe quelle époque de notre vie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va être associé, on va dire, qu'il va avoir un élément qui va l'associer à quoi? Un élément récent. Non? Par exemple, dans notre vie quotidienne, des fois, ça nous arrive. On voit la vitrine de quelque chose et ça nous fait penser à notre ami intime de l'enfance, par exemple. Je veux dire qu'il y a des associations, donc il va montrer que des fois, on va utiliser aussi pour la fabrication du rêve cet ami d'enfance, mais parce qu'elle est associée à un élément de quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai écouté la veille du rêve. Non? Donc il dit d'un autre côté, nous devons voir donc que tous les éléments, que tout le matériel, parce que des fois, dans l'association, d'ailleurs il va nous le montrer un peu plus en avant
dans le texte qu'il y a l'importance des souvenirs de l'enfance pour la fabrication des rêves. Donc, mais ils vont être en association avec quelque chose de la veille. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un élément n'importe lequel, c'est en relation avec un élément de la veille. Donc, on va lire. Bonjour, Carmen. Carmen ou Vanessa, je ne sais pas. Donc, après, il va se poser la question, il va dire pourquoi une impression indifférente de la veille, je vais l'utiliser pour mon rêve, pour quelque chose qui est important, qui est psychiquement important. Il dit comment je peux penser ça? C'est-à-dire qu'il se pose toutes les questions, Freud, comme bon scientifique. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un chapitre qui est très long, parce qu'en fait, pour montrer les résultats de ses recherches, il va utiliser beaucoup de rêves pour nous dire, vous voyez, dans celui-là c'est comme ça, dans celui-là c'est comme ça, dans celui-là c'est comme ça. Et il va nous montrer que dans de nombreuses circonstances, dans de nombreux rêves, c'est la même chose. Donc il va dire, c'est la même chose, c'est du matériel récent et c'est du matériel indifférent qu'il va utiliser. Donc nous avions vu qu'il y avait une condensation qui se faisait dans le rêve, non? Simplement par la quantité de matériel qui existe. C'est-à-dire que le matériel du rêve, c'est un texte très court. Par contre, l'association libre, c'est des pages et des pages. Donc, en plus, vous vous rappelez, quand on parle de condensation, le rêve de Irma, de l'injection de Irma, où Freud mélange en une seule personne l'ami de Irma, non, l'âme de Irma, il y met l'ami de Irma et sa femme. C'est-à-dire qu'en utilisant un personnage, il y en a 3 condensations. Dans le rêve de l'oncle Joseph, il y a l'oncle Joseph, il y a l'ami R et il y a l'autre ami N. Condensation. Donc on va voir que ça c'est un mécanisme qu'on utilise pour la fabrication des rêves. Après, on verra que c'est le même mécanisme qu'on utilise pour parler. Non, on le verra. Non, c'est un mécanisme du langage. La condensation. Mais Freud va nous montrer que pour qu'il y ait, on va dire, pour qu'il y ait condensation, pour que la condensation, elle existe, il faut obligatoirement qu'il y ait un déplacement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de déplacement? Ce déplacement, c'est ce qu'il va nous montrer comment il y a un accent psychique qui va passer de quelque chose de pas important à quelque chose d'important. D'accord? Ou, au contraire, c'est de quelque chose d'important, puisque c'est quelque chose d'important dans le rêve, qui, pour passer la censure, va apparaître comme quelque chose de pas important, à cause de la censure. Donc, il va y avoir déformation, et en plus, il va y avoir, non, on va enlever l'importance pour le rêve. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement de l'accent psychique. Et pour qu'il y ait condensation, il faut qu'il y ait déplacement. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Que le déplacement est obligatoire. Non, il faut qu'il se déplace. Que de Irma, ça se déplace à l'ami de Irma, et de l'ami de Irma, ça se déplace à la femme. Et donc, pour fabriquer la condensation. Et donc, il va nous expliquer une chose. Donc, pour qu'il y ait cet accent psychique qui puisse se déplacer facilement, en fait, il dit, c'est pour ça qu'on utilise du matériel qui est apparemment indifférent. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise du matériel qui est récent. Parce que le matériel qui est récent et indifférent, il n'est pas chargé d'affect. Il n'est pas chargé de sentiments. Donc, on peut l'utiliser. Il dit que, en fait, l'appareil psychique va pouvoir l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est un matériel qui est vide. Très souvent, non, j'ai regardé par la vitrine, je ne m'en rappelle même plus. Si je ne fais pas le rêve, je ne me rappelle même plus que j'ai regardé par la vitrine. Je veux dire que très souvent, il y a des éléments, justement, comme notre inconscient a une grande capacité de voir beaucoup plus de choses que notre conscience.
quand on fait l'effort de l'association libre, ou quand on fait l'association libre, c'est pas obligatoirement faire des efforts, je veux dire, faire l'effort de laisser passer ce préconscient au conscient, non, faire ce travail, nous découvrons qu'il y a des choses que nous n'avions pas remarquées, mais qui étaient là. Mais que dans la journée, on n'a pas fait gaffe. Donc, il dit qu'en fait, on va utiliser ça parce que c'est des contenus qui sont vides et qu'on peut donc utiliser, que l'appareil peut utiliser, peut charger d'énergie. Et il va dire qu'il va nous donner des exemples aussi dans la vie quotidienne de déplacement d'accent psychique, parce qu'il va dire, par exemple, il donne l'exemple de cette vieille fille qui vit sans famille, qui n'a plus de famille, et en fait qui a transféré, donc qui a déplacé toute sa tendresse, tout son amour à ses animaux domestiques, qui vit avec ses chats, ses chiens, et en fait, c'est devenu, non, pratiquement des personnes, quand on dit, parce qu'elle a déplacé l'accent psychique, c'est-à-dire que le sentiment a été déplacé. Donc, il donne par exemple cet exemple. Ensuite, il donne un autre exemple aussi qui est intéressant parce qu'il dit, par exemple, il parle aussi d'un vieux monsieur célibataire qui dit qu'il est devenu un passionné qui est un collectionneur, non, on dit en français, un passionné, un collectionneur passionné. En fait, il montre donc que c'est aussi un déplacement. C'est sur quelque chose qui n'a pas d'importance. Je veux dire, il va faire la collection de timbres. Donc, on a déplacé l'importance qui correspond à autre chose. Et après, il dit, par exemple, un autre exemple aussi qui est assez didactique, où il donne l'exemple, il dit, c'est comme dans le début d'une relation amoureuse, quand notre amour nous touche ou nous donne la main, et ça représente quelque chose d'énorme parce qu'il nous a frôlé la main. Donc ça aussi, c'est comme une exagération, on va dire. Donc l'accent psychique, c'est aussi déplacé. Hein? Bon, si vous voulez, ceux qui nous écoutent, si vous voulez, bonjour. Donc si vous voulez faire des commentaires sur ou poser des questions, je suis là pour ça. Donc, il dit, par contre, donc, il va nous expliquer un petit peu que il va nous faire la liste de différentes sources, les différentes sources d'un rêve. Donc, il va commencer en disant, premièrement, c'est un événement récent et psychiquement important. Un événement récent et psychiquement important qui est représenté directement dans le rêve. Donc, nous avons le rêve de Yelma et le rêve de l'oncle Joseph qui vient nous donner comme exemple, non, de cet événement qui est récent et psychiquement important. Ensuite, nous avons, il dit, une autre possibilité dans un rêve, c'est plusieurs événements récents et importants que le rêve réunit en une unité, non, la condensation. Ensuite, il dit un ou plusieurs rêves, un ou plusieurs événements récents et importants, mais c'est toujours récent, c'est obligatoire, importants qui sont représentés dans le contenu manifeste, dans le texte manifeste, et qui font référence à un événement actuel. Par exemple, la monographie botanique, non, le rêve de la monographie. Et ensuite, nous avons, parce que ce n'est pas seulement ce qui nous vient de l'extérieur, avec lequel, non, les éléments avec lesquels nous allons fabriquer le rêve, sinon qu'il y a aussi les éléments intérieurs, nos sentiments, nos souvenirs. Et donc, il dit, on peut prendre un événement intérieur important qui est représenté toujours dans le rêve et par quelque chose de récent
mais d'indifférent. Donc, c'est-à-dire que j'ai une préoccupation, je vais rêver, et ce qui va apparaître dans le résultat, c'est quelque chose d'indifférent, par exemple. Donc, il va dire, il n'y a pas, nous pouvons voir, il dit, comme résultat de ces considérations, il dit qu'il n'existe pas de rêve indifférent, sinon que c'est du matériel indifférent. Mais le rêve n'est jamais indifférent. Et que ce ne sont jamais non plus des rêves innocents. Donc il précise que le rêve ne s'occupe jamais de choses sans importance. Il dit que nous non plus, nous n'accepterions pas que notre repos soit altéré par quelque chose qui ne vaille pas la peine. Et que les rêves qui sont apparemment innocents démontrent à la fin qu'ils ne le sont pas, quand nous faisons le travail d'essayer de les interpréter. D'accord? Donc, ils apparaissent innocents, mais on voit que c'est un déplacement de l'accent psychique, qu'il y a toujours quelque chose d'important dans le rêve. Donc ensuite, donc il va nous dire, il va nous donner plusieurs exemples de rêves qui apparaissent comme quelque chose de... Non, il y a une jeune femme, une patiente à lui qui dit « J'ai rêvé que cet après-midi, j'allais à la place et que qu'il n'y avait plus rien chez le boucher, ni pour les légumes. » Donc il dit... et en fait, après l'analyse, Freud, il va lui faire répéter le rêve. Il va la faire associer ou l'aider à l'association, on va dire, et on va voir qu'à la fin, c'est une association de quelque chose de sexuel. Et que les éléments récents, ce sont des phrases de Freud du jour de la veille, les phrases que Freud lui avait dit. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que Freud lui avait dit plusieurs phrases, mais pour la fabrication de son rêve, elle va prendre qu'une. Et laquelle? Celle qui est indifférente. Pas la partie importante, la partie indifférente. D'accord? C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est comme un matériel plus manipulable, on va dire. Et que donc elle va faire une association, non avec les légumes qu'elle a vus, quelque chose qui fait référence au sexuel. Et donc il va nous préciser aussi que dans ce dont nous nous souvenons, non, quand on dit on se souvient, j'ai lu une affiche qui disait... Ça fait référence à une information du jour antérieur, obligatoirement. C'est-à-dire que les phrases qui vont apparaître, qu'on va écouter, qu'on va lire dans les rêves, ce sont des choses qu'on a lues ou qu'on a écoutées la veille. Donc c'est toujours le matériel récent qui est utilisé. Ou un morceau. Non, parce que ce n'est pas exactement toute la phrase, et puis le morceau, la phrase, qui justement ne va pas être très... Si Vanessa Pello, le jour où je parlerai bien le français, ça c'est le résultat d'un travail, c'est pas un rêve. Bon, après tu peux rêver, effectivement, tu peux rêver, tu peux dire j'ai fait un rêve et dans mon rêve je parlais super bien le français, je parlais avec telle personne et je m'exprimais super bien en français. Donc, effectivement, mais nous allons voir que ça, c'est un détail. Parce que si tu fais ce rêve-là, c'est un déplacement de l'accent psychique. Ce n'est pas réellement le rêve que tu réalises. Non? On avait dit qu'il y avait deux instances, l'instance inconsciente et l'instance consciente. Donc, quand toi, tu dis « je rêve de parler correctement le français », c'est pas exactement ça. Ça, c'est un déplacement d'autre chose, d'un autre type de satisfaction. Donc, il faudrait analyser pour savoir quel est réellement le désir de cette expression, de ce texte. C'est autre chose. Et donc, il va nous expliquer aussi dans ce chapitre que, parce que dans ce chapitre, il va nous donner vraiment
on va dire, le noyau de la question. Voilà, il va nous exprimer le noyau de la question. Donc, il va nous dire qui paraît contradictoire, parce qu'il va dire que la partie infantile, nos souvenirs de l'enfance sont une source onirique. Alors, quelle est la source? La source, c'est ce qui est récent ou c'est ce qui est infantile? Donc, il va dire que, parce que c'est associé, c'est-à-dire que l'infantile est toujours, on va dire, au bout de la chaîne. À la fin de la chaîne, il y a un élément infantile qui a participé à la fabrication du rêve. Et donc, mais ça, Vanessa, ce sont des rêves éveillés. Nous ne parlons pas de ces rêves éveillés, que ça, c'est autre chose, on va dire, sinon que nous parlons des rêves que nous avons rêvés. Ça, je rêve de trouver un homme qui soit bon pour moi. Ce n'est pas un rêve que tu as fait en dormant. Donc, il y a la partie infantile qui va toujours être en relation. Et donc, il va nous donner aussi, là aussi, il va nous donner beaucoup d'exemples. Par exemple, il va reprendre le rêve de la monographie en disant qu'il se rappelle que quand il était petit, son père avait offert à lui et à sa sœur des vieux livres en disant « Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces livres ». Et donc, ils étaient tout petits, et ce qu'ils ont commencé à faire, c'est arracher les pages. Et il y avait, dans ces livres, apparemment, il y avait quelque chose qui ressemblait à un herbier. Donc, qui va dire que rien n'est au hasard dans l'appareil psychique. Le hasard n'existe pas. C'est toute une construction. Quand on fait l'association libre, toutes les associations ont leur raison d'être. Donc, on va lire. Il dit que Claude, pour reprendre l'idée de l'importance, pour reprendre l'idée un petit peu des souvenirs qui sont importants, on voit que dans les souvenirs de notre enfance, très souvent, on ne se rappelle pas de l'élément qui était important, de ce qui était important. C'est les autres qui nous le racontent. Mais nous, on se souvient de la couleur du pull vert qu'on avait ce jour-là, d'éléments indifférents. On ne se rappelle pas de la chose importante. Bon, pas toujours. Je dis en général, c'est ce qui se passe. Après, il y a, qu'on se rappelle de détails insignifiants. Ou nous nous rappelons, comme je le disais auparavant, la partie insignifiante d'une phrase, pas la partie importante. Et donc, on va voir que pourquoi il y a ce déplacement. Donc, on avait vu que ce déplacement, parce qu'il y a quelque chose que je ne tolère pas. Donc, je déplace à quelque chose que si je peux tolérer. Et c'est la même chose qui se passe dans les symptômes, dans les lapsus, dans les oublis. C'est le même mécanisme qui se réalise. D'accord? C'est-à-dire que ce sont les mécanismes qui vont produire les produits de l'inconscient, en fait, qui vont fabriquer les produits de l'inconscient. Ensuite, la troisième partie de ce chapitre, il va faire référence aux sources somatiques. Donc, comme j'ai commencé en faisant référence, par exemple, à ce rêve de la soif, donc, qui est donc une sensation corporelle qui, au lieu de provoquer le réveil, je vais l'inclure pourquoi? Pour continuer à dormir, puisque c'est l'objectif premier du rêve. Il dit qu'avant, on pensait, il y avait certaines personnes qui avaient tendance, avant Freud, on avait tendance à penser que justement, on disait « j'ai beaucoup mangé, donc j'ai fait ce rêve ». Et on disait qu'en fait, les rêves, ils étaient provoqués par ce que j'avais mangé, parce que j'avais mangé beaucoup de trop salé, donc je rêvais que j'avais soif. Donc effectivement, mais c'est parce que ce n'est pas, c'est inclus, c'est pour ça qu'on dit que c'est une source aussi, c'est du matériel qui va être utilisé pour la fabrication du rêve, non? Parce que
Mais ce n'est pas ça qui a provoqué le rêve. C'est le matériel que je vais utiliser. Donc, par exemple, il y a le rêve, Freud, il va raconter aussi un autre rêve, il dit qu'il se réveille un matin, et il dit à sa femme, le pape est mort, le pape est mort. Sa femme, elle dit, non, je ne crois pas, pourquoi? Et donc, ils vont regarder dans le journal pour voir s'il n'y a pas des informations. Parce qu'effectivement, la veille, Freud avait lu dans le journal que le pape avait souffert une petite indisposition. Et à côté de ça, si tu n'as pas été réveillé, tu n'as pas écouté les cloches. Il y a eu le bruit des cloches énorme pendant ce matin, et toi, tu as continué à dormir. Donc, il avait inclus le son des cloches pour ne pas se réveiller, pour continuer à dormir, et il a fabriqué le rêve en disant, voilà, les cloches sonnent de cette façon parce que le pape est mort, par exemple. Non? Donc, c'était un petit peu... donc, il va montrer que tout ça, c'est du matériel pour maintenir le sommeil. Pour maintenir le sommeil. Donc, le matériel que le rêve va utiliser, c'est du matériel récent. Quand on fait l'association, on le voit. Okay, c'est en général du matériel qui est indifférent. Pourquoi? Pour que l'accent psychique puisse se déplacer et que tout le reste, par exemple, parce qu'il y a les sensations corporelles et après, bon, bah, comme les cloches, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur que je vais introduire dans mon rêve pour continuer à dormir, puisqu'on dit que le rêve est le gardien du sommeil. Bon, vous avez quelques questions? Vous avez quelques questions à poser? Donc, nous n'avons pas terminé le chapitre. Le chapitre de matériel et source des rêves est très long. Donc, la prochaine fois, nous avons la deuxième partie du texte, on va dire, où il s'agit d'une section que lui, il appelle les rêves typiques. Donc, il va venir nous parler des rêves typiques, des interprétations des rêves typiques, comme par exemple les rêves où j'ai honte parce que je suis tout nu quelque part. Et j'ai honte parce que je suis tout nu. Donc, il va venir nous parler de ces rêves-là. Il va venir nous parler des rêves qui sont très souvent surprenants, je veux dire, et assez... qui réveillent notre curiosité, qui viennent de les rêves où nous avons rêvé de la mort de personnes que nous aimons. Et ensuite, donc ça va être le chapitre principal, la partie principale. Et ensuite, nous avons les rêves des examens. Pourquoi nous rêvons que nous devons repasser un examen que nous avons déjà passé et que nous avons peur comme nous avions peur. Ou nous avions même plus peur dans le rêve que nous l'avons eu quand nous avons dû passer ou réaliser l'examen. Donc, je crois que j'ai dit les choses les plus importantes. Après, peut-être qu'il aurait fallu que je m'attarde un petit peu plus sur certains exemples de rêves, mais vous pouvez aller lire Freud pour voir un petit peu comment il associe. C'est très intéressant de voir cette association, surtout dans la monographie. Et c'est très intéressant de voir comment il va nous expliquer tout ça. Donc, un petit commentaire, un autre commentaire, Vanessa? Ah oui, Vanessa, tu parles la cause, le pourquoi de certains rêves, c'est ça? Ici, je fais plutôt référence au matériel qu'on utilise pour fabriquer. Pourquoi tu as rêvé de... Non, pourquoi Freud, il a rêvé de la monographie? Pourquoi ce matériel-là? D'où ça vient? Pourquoi il a choisi la monographie? Pourquoi on utilise le matériel récent? Pourquoi on utilise ce qui s'est passé hier pour fabriquer le rêve? Pourquoi je vais utiliser quelque chose qui est apparemment indifférent? Après, on va voir que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas indifférent. Mais il va utiliser ce matériel. Donc, la prochaine fois, on va voir, parce que la cause, le pourquoi de certains rêves, c'est ce qu'on va commencer à voir la prochaine fois. Donc, on continue mardi prochain. Donc, mardi prochain, nous serons, si je regarde rapidement, donc, mardi prochain, nous serons le 27 août. Donc, nous pouvons continuer le 27 août à la même heure.
et nous continuons la deuxième partie du chapitre de matériel et sources du rêve. Donc, bonne continuation. Merci pour votre écoute et votre participation et nous pouvons continuer la semaine prochaine. Bonne semaine et à très vite. Au revoir.